Dans la cellule au cœur du noyau, le chromosome est constitué d'un long fil d'ADN. Ce fil supporte les quelques dizaines de milliers de gènes qui composent la carte d'identité de notre espèce. Mais la vie nécessite un choix parmi ces gènes, une lecture épigénétique sélective qui accompagne chacune de nos cellules, de la première le zygote jusqu'à notre mort. Quel âge avons-nous ? L'âge de nos artères ? L'âge de nos cellules, plutôt. Mais puisqu'elles se multiplient à l'identique, comment font-elles pour vieillir ? L'épigénétique participe-t-elle à ce phénomène ? Peut-elle le stopper, voire nous aider à rajeunir ? Si nous vieillissons, si nos organes vieillissent, si nos tissus vieillissent, c'est que nos cellules vieillissent. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi nos cellules vieillissent. Nous perdons notre capacité à régénérer nos tissus parce que nous avons dans tous nos tissus des cellules qu'on appelle cellules souches. Petit à petit, ces cellules souches diminuent en nombre et elles perdent leur capacité à se différencier. Et typiquement, on voit ça très bien dans la peau, puisque la peau s'affine avec l'âge. Mais un autre événement apparaît, ce sont les cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge. Elles ont tendance à sécréter tout un ensemble de facteurs qui vont désorganiser notre tissu et influencer tout sur l'ensemble de l'environnement. Probablement, l'apparition des rides, par exemple, est due aussi à la présence de ces cellules sénescentes. Mais de comprendre comment nos cellules vieillissent, c'est bien sûr un enjeu majeur si on veut essayer de ralentir ce phénomène, mais aussi peut-être même de le réverser. Voilà qui fait rêver. Allons voir comment garder nos cellules en forme et même rajeunir nos grands-pères. Alors voici mon laboratoire. C'est ici qu'on étudie les mécanismes du vieillissement. Chacun a sa spécificité. Camille reprogramme des cellules pour les rajeunir. Fanny regarde les mécanismes fins associés à la sénescence. Vous avez Anissa qui cartographie les modifications épigénétiques associées à la sénescence et au vieillissement. Et enfin, Nina qui, elle, étudie le stress qui est associé à la sénescence et au vieillissement. L'équipe de Jean-Marc Lemaître compare les états épigénétiques de cellules jeunes et de cellules âgées. On observe des altérations dans les noyaux des cellules prélevées chez des personnes âgées. Par exemple, la répression de certains gènes cause un état inflammatoire durable. On voit ici la répartition des marques épigénétiques en vert fluo. Celle-ci est homogène et faible dans un tissu jeune et au contraire, irrégulière et forte dans un tissu âgé. On visualise ainsi la répartition des gènes réprimés lors de la vieillesse. Depuis 2006, on sait comment reprogrammer des cellules, c'est-à-dire à partir d'un échantillon de peau prélevé sur un individu, obtenir des cellules équivalentes à des cellules souches embryonnaires. Donc pour cela, on force les cellules à produire 4 protéines bien connues et identifiées. En injectant un virus dans les cellules, celui-ci s'intègre dans le génome cellulaire et la cellule, en lisant son génome, va produire le virus et se reprogrammer. Au laboratoire, en 2011, on a montré qu'en ajoutant 2 protéines en plus des 4 déjà connues, on pouvait reprogrammer des cellules d'un patient âgé, voire d'un centenaire. On va tout d'abord les forcer à se redifférencier vers un type cellulaire donné, donc ça peut être pour former des cellules de peau ou des cellules de cœur. Et ensuite, on pourra les utiliser comme cellules médicaments dans le cadre d'une thérapie. Aujourd'hui, on sait qu'on peut prélever une cellule d'un patient, la reprogrammer, la rajeunir au passage. Et le premier essai clinique au monde est réalisé à ce jour au Japon sur une pathologie qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où la rétine est altérée et où l'objectif, c'est d'aller, à partir des cellules du patient, regreffer des cellules reprogrammées, redifférenciées en précurseurs de la rétine pour essayer de compenser la pathologie. La deuxième stratégie envisagée, c'est de le faire directement chez l'animal et d'utiliser par exemple un cochon pour héberger cet organe en construction pour pouvoir le regreffer. Alors tout l'enjeu de la médecine régénératrice, c'est justement à partir des stratégies qui utilisent la thérapie cellulaire.
ou des organes reconstruits à partir de ces cellules reprogrammées, de pouvoir suppléer à la fonction des tissus défaillants qu'on observe avec l'âge et faire que nous puissions tous vieillir en bonne santé et vivre le plus longtemps possible. Tout au long de notre vie, nos cellules se renouvellent. Mais après des centaines de générations, elles finissent par se dégrader. Aujourd'hui, les chercheurs tentent d'effacer leurs marques de vieillesse. Les végétaux défient le temps. Les arbres grandissent sans fin, les plantes renaissent et refleurissent à chaque printemps. Voici les champions de la survie et de l'adaptation. Leurs particularités épigénétiques intéressent la biologie et l'agriculture. Quels sont leurs secrets ? Une grande différence entre les animaux et les végétaux, c'est le mouvement et l'immobilité. Les végétaux sont immobiles et leur vie statique les oblige à s'adapter perpétuellement aux fluctuations de l'environnement et d'adapter leur morphologie notamment. La stratégie des végétaux, c'est de produire des organes, des tissus tout au long de la vie. Ils font ça grâce à des groupes de cellules spécialisées, les méristèmes. Voilà, donc les méristèmes sont des groupes de cellules souches. C'est donc un système pour à la fois produire des organes et s'auto-renouveler en tant que réserve de cellules. Ainsi, dans les forêts tropicales, les plantes et les arbres croissent-ils sans cesse. Dans les zones tempérées, pour survivre à l'hiver, les végétaux entrent en dormance avant de refleurir au printemps. L'épigénétique orchestre cette symphonie végétale. Mais comment ? Alors, un exemple très intéressant est la mise à fleur. Donc, les plantes ont un système pour sentir l'hiver, conditions défavorables, et le retour du printemps, conditions favorables. Ce système consiste en des marques épigénétiques déposées sur le gène FLC, qui est un répresseur de la floraison. Donc, il est actif en hiver, et quand vient le printemps, des marques épigénétiques éteignent la transcription de ce gène. Alors nous, ce qu'on essaye de faire au laboratoire, c'est de comprendre quelles sont les marques épigénétiques qui se transmettent au cours de la formation des gamètes et à la génération suivante. En décryptant ces mécanismes épigénétiques au sein même de la graine, on espère arriver à transmettre certaines qualités d'une plante à l'autre. Donc voici une plante d'Arabidopsis thaliana en fleurs. Donc c'est une plante de laboratoire qui s'apparente à la moutarde. Donc maintenant, je vais disséquer une fleur pour accéder à ces cellules reproductrices. Donc voilà, maintenant on a disséqué notre fleur et notamment prélevé les ovules qui contiennent les cellules reproductrices. Donc actuellement, on s'intéresse précisément à une marque épigénétique qui est la méthylation de l'ADN. Donc en suivant cette protéine fluorescente, on va être capable de suivre la dynamique de cette marque épigénétique au cours du temps. On voit qu'au niveau de cette cellule, la distribution de la fluorescence est asymétrique, puisqu'elle est focalisée à certains points. Et donc ça, c'est une découverte importante, puisque c'est pour la première fois qu'on est capable de suivre cette marque épigénétique au cours de la reproduction sexuée. Arabidopsis thaliana est un outil précieux. Cette petite plante, au cycle de reproduction court, permet d'observer les transmissions épigénétiques au fil des générations. Une particularité des plantes est leur grande capacité à se reproduire de façon clonale. Par exemple, par bouturage, des tiges, des racines. Mais il existe aussi des modes de reproduction clonale par les graines. C'est ce qu'on appelle l'apomixie. Apo, sans, mixie, sans mélange. Sans mélange des génomes mâles et femelles. L'apomixie est une propriété de certaines plantes sauvages dont les graines asexuées produisent des clones de la plante mère. Des mécanismes épigénétiques entrent en jeu. Pourtant, ce serait un outil extrêmement puissant pour l'agriculture, puisque ça permettrait de fixer en une seule génération, un seul croisement, des caractères d'intérêt. Par exemple, la résistance à la sécheresse, des caractères de résistance à des bioagresseurs, à des parasites. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet du coup de sélectionner des caractères locaux, adaptés à des situations locales. Et on comprend que nos recherches sont complètement adossées à la recherche sur la diversité des plantes cultivées.
la recherche sur les variétés anciennes qui sont souvent plus adaptées aux conditions locales que les variétés privilégiées par l'agriculture intensive. Et les enjeux sont évidents, étant donné que 800 millions de personnes sont encore sous-alimentées dans le monde. Le maintien de la biodiversité végétale s'impose face au danger de la monoculture. Comprendre et maîtriser les mécanismes épigénétiques de la reproduction permettra de fixer des caractères adaptés localement. Voici l'un des défis de l'agriculture durable.